Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et les deux connards, fini de jouer maintenant. On rattrape le temps perdu. One hour later. Bon, on s'y met. oui, voilà, on va s'y mettre hein, parce que bon, ça va, on a fait nos corvées. Le chiffon là, ça fait pas très sérieux quand même. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que le tablier, ça fait pro. Ah merde. Donc, on est allé faire les goals pendant 2 jours C'est à exact. Avignon. Les goals, c'est un faible mot. Déjà, on va commencer par le commencement. Est-ce que c'était pas un putain de week-end? Alors c'était un bon week-end, bonne ambiance, sympa, bien reçu par l'orga. La journée de jeu en elle-même, très bien. On a eu suffisamment de temps, et ça merci à l'orga, entre les parties pour pouvoir discuter, échanger avec des gens qu'on connaît déjà, ce qui est bien, ou qu'on connaît pas, ce qui est encore mieux. Bon, déjà, qu'est-ce que c'était le pitch? On avait un tournoi avec des tables scénarisées par ronde. Donc, 16 joueurs, 8 tables, 4 pour la ronde A, pour la poule A, 4 pour la poule B, avec des affrontements interpoules. C'est ça, donc en gros il avait partitionné les poules déjà pour éviter trop de matchs miroirs entre des factions identiques, que des gens qui s'affrontent tous les week-ends ne se rencontrent pas nécessairement non plus. Donc c'est un choix de l'organisation qui est de séparer son roster en 2 poules indépendantes, ce qui est un choix. Voilà, tout à fait. On va expliquer rapidement les scénarios. Donc, grâce au chapitrage de la vidéo amoureusement faite par votre serviteur, vous allez pouvoir, tout au long de cette dernière, revenir sur les scénarios si vous avez besoin de quelques précisions. Parce qu'on va faire les scénarios une bonne fois pour toutes, on ne le répétera pas à chaque ronde. Le premier scénario, la première table, c'est pas compliqué. Déploiement en longueur de table, avec 36 pouces qui séparent les 2 joueurs, et sur la ligne médiane, 3 objectifs. 3 objectifs primaires qui, nous dit-on dans le scénario, score à la fin du T4. Et on a un petit bonus, dernier tour, 1 point supplémentaire à celui qui contrôle le plus d'objectifs à ce moment-là. Voilà. À ces primaires se rajoutent des objectifs secondaires qui sont au nombre de 3. Nous avons à détruire au moins 50% des unités ennemies. Voilà. On score 1 point. Il faut taper des trucs. On peut détruire l'unité ennemie la moins chère qui contient 3 figurines ou plus. Voilà. Un deuxième point. Donc buter le chef. Et enfin, détruire plus d'héros ennemis que lui ne vous en a détruit. Donc clairement, c'est des objectifs qui sont à la castagne, à la poutre. Exactement. Le tout assorti de conditions aléatoires à tester au début de chaque tour. Donc on lance un D6. Sur un 1, l'intégralité des unités de l'armée ont moins 6 pas à leur portée. Si tu joues CAC, t'es content. Voilà. Sur un 2, toute la table devient un couvert. Donc plus 1 à la défense pour tout le monde, au tir évidemment. Et si vous êtes déjà dans un couvert, vous n'avez pas plus 1 à la défense, mais plus 2. Sur un 3, le terrain est boueux. Donc l'intégralité de la table devient terrain difficile. Et si par contre on avait un terrain qui était déjà difficile, alors on ne peut se déplacer que de 4 pas à l'intérieur de celui-ci. Au lieu de 6, ce qui chatouille un peu les armées qui ont besoin de bouger. Sur un 4, c'est pas difficile. Toutes les unités qui ont un test de morale à faire dans ce tour le feront avec un malus de -1. Sur un 5, le brouillard devient mystique. Qu'est-ce qui se passe? On lance un dé. Chaque fois qu'une unité subit une blessure, sur un 6+, elle peut ignorer cette blessure. Et enfin, sur un 6, eh bien, c'est assez simple. Quand une unité est secouée, c'est-à-dire qu'elle rate un test de morale, eh ben, elle subit en plus des effets du test de morale, des 3 blessures. Sachant qu'en plus, si elle est défaite en mêlée, cette unité, alors toutes les unités amies à moins de 6 pas subissent des 3 blessures également. Par contre, rappelons-le avant de faire tous les autres scénarios, les secondaires ne servent qu'à déterminer un goal average. Si vous gagnez au primaire, vous avez gagné la game, donc les 5 points qui sont alloués au vainqueur. Les secondaires ne serviront qu'à départager des égalités. Le deuxième scénario, le deuxième type de table, on a un déploiement en croix, donc... Les gens ont un schéma à l'écran. Ah oui, c'est vrai. Bien, donc le scoring, c'est qu'à la fin de chaque tour, les joueurs gagnent 1 point de victoire pour chaque marqueur d'objectif qu'ils contrôlent, plus 1 point de victoire pour chaque unité ennemie détruite, à moins de 3 pas d'un marqueur d'objectif. La partie dure 4 tours et
au début de chaque round, on va avoir ces fameuses conditions de champ de bataille qui disent qu'il y a un bombardement. Donc on lance un dé. Sur un 1, il y a une unité aléatoire de chaque armée qui prend des 3 touches AP2. Sur un 2 à 4, il y a une unité aléatoire de chaque armée qui va prendre des 3 touches sans AP. Et sur un 6, il ne se passe rien. Des objectifs secondaires également. Oui, au nombre de 3. Vous marquez donc un secondaire si 2 unités ennemies ou plus ont raté un test de morale sur l'ensemble de la game. Vous marquez encore un point de secondaire si vous avez une unité alliée dans chacun des 4 quarts de table. Et le troisième secondaire, c'est qu'il vous faut détruire une unité ennemie la plus chère ayant teuf 12 ou plus. Et s'il y en a plusieurs dans ce cas de figure-là, il suffit d'en détruire une de ces plusieurs. Troisième type de table, troisième type de scénario. Donc on se déploie dans la largeur de la table cette fois-ci. Et sur la limite de chaque zone de déploiement, on va passer 3 objectifs qu'il va nous falloir aller péter chez l'adversaire tout en conservant les nôtres. Tout au long de la game, chaque fois qu'on contrôle un objectif adverse, celui-ci saute. Et donc à la fin de la game, vous marquez un point de victoire par objectif ennemi détruit et un point de victoire par objectif ami conservé. On va parler des conditions du champ de bataille, là, qui étaient clairement définies en fonction des tables qui étaient proposées. On avait des rivières toxiques, qui étaient considérées comme terrain difficile et dangereux. On avait des ruines ou des débris, qui étaient considérés comme couverts et comme terrain dangereux lors des actions de rush ou de charge. Les cratères, qui étaient des terrains couverts. Et pour terminer, d'éventuels champs de mines, qui comptaient comme des terrains dangereux. Les secondaires, donc. Donc le premier, c'est qu'il faut que vous n'ayez aucune unité dans votre zone de déploiement. Alors, c'est assez tricky, parce que dans la mesure où il faut faire de la défense et de l'attaque, bah, il faut défendre, mais pas trop quand même. Hein. À la fin de la game, il faut au moins que tu n'aies plus personne chez toi. Voilà. Assassinat, donc il faut que vous détruisiez le héros ennemi le plus cher. Comme d'habitude, si on a plusieurs dans ce cas de figure-là, il suffit d'en péter un. L'un d'entre eux. Et pour finir, il faut défendre, donc il faut qu'il n'y ait aucune unité ennemie dans votre zone de déploiement. Ouais. Ce qui, sur un scénario comme ça, implique que quelque part, tu as un peu gagné. On a mis la pression. Voilà. Et enfin, la dernière table possible pendant cette journée, c'est une sorte de King of the Hill, on va dire, hein, d'accord. Donc, un objectif central qui donc... on se déploie en diamant. Voilà. Souviens-toi, il y a un diagramme qui l'explique là à l'écran. La partie donc se termine après 4 tours et donc les joueurs gagnent un point de victoire s'ils contrôlent l'objectif central. Comme il n'y a qu'un seul objectif, il y a un seul point à gagner. Celui qui contrôle l'objectif remporte la game. Quelques objectifs secondaires également. Donc on va avoir à détruire le héros ennemi avec la plus haute valeur de teuf. Donc pareil, s'il y en a plusieurs, ben, l'un d'entre eux. On va devoir avoir au moins 2 unités amies entièrement dans la zone de déploiement ennemi. Ce qui, pour un scénario où il faut tout mettre au centre, peut être rapidement complexe à mettre en œuvre. Exactement. Et à la fin, il faut avoir conservé au moins 50% des unités amies en jeu. Pareil, on avait des petites conditions de champ de bataille en fonction des tables, alors avec des terrains difficiles et dangereux pour des champs de lave, avec des ruines envahies par des végétations qui étaient couverts et terrains difficiles à la fois, des végétations mortelles qui étaient terrains dangereux, terrains difficiles, mais qui procuraient également un couvert, voilà, en fonction des tables. On notera qu'il n'y a pas d'autres effets de terrain possibles, hein, donc la végétation mortelle, hein, c'est tous les effets de terrain en même temps. Voilà, simple. Donc voilà, donc encore une fois, pour chacune des 2 poules, poule A, poule B, il y avait une table de chaque. Et donc, les joueurs de chaque poule tournaient, ce qui assurait donc à chaque joueur de jouer chaque table. Les 4 scénars. Voilà. Donc l'idée de ce tournoi, l'idée de cet événement, l'idée de l'organisateur, c'était quoi? C'était de proposer à l'intégralité des joueurs les 4 scénarios prévus pour la journée. C'est ça, c'est ce qui est une philosophie qui s'entend. En parlant de journée, comment c'est dire? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a joué? Ah oui, parce qu'il faut en parler. Je pense qu'il est utile de faire un disclaimer avant. Faisons un disclaimer avant. Clairement, HWK et moi-même avons décidé sur ce tournoi d'y aller avec des listes d'armées très opti. On va pas se mentir. Alors, opti, ça veut dire qu'ils sont très fortes dans un axe de jeu bien particulier. Et on verra à quel point ce bémol est important. Donc on est allé avec des listes tous les 2 démons, hein, en poussant le curseur du démon à bloc. En plus, et ça c'est important de le noter, l'organisateur a décidé, comme il le fait souvent, d'autoriser les alliances. C'est le mal! Oui, tout à fait. C'est le mal! Et vous allez voir à quel point c'est le mal quand on viendra à ma liste d'armées. À toi.
Alors moi, je reste, comme toujours, vous le savez, dans les limites de l'orga, bien sûr, parce que une liste doit être légale. Pour qu'une liste soit légale, il faut qu'elle remplisse l'intégralité des prescriptions du règlement. C'était 2000 points, force organisation, 100 héros narratifs, avec des alliés. Vous savez ce que je pense des alliés. Donc il n'en a pas mis. Hein. Moi, j'en mets pas. J'en mets pas parce que on a déjà les capacités flat à OPR de faire du lourd qui tâche, si on en a envie. Oui, et puis les alliances, c'est un truc de lâche, oups. Ah voilà, non, mais faute avouée à moitié pardonnée, vous nous le direz en commentaire. Bien, donc l'idée c'est quoi? C'est d'arriver avec du Demons of Lust. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une liste d'armées qui va trop vite. C'est le but. Pas qu'elle va vite, elle va trop vite. Elle va trop vite. Voilà. C'est une liste d'armées que je n'avais jamais jouée et lorsque le règlement pour Imperator est tombé, ben, je me suis monté une liste spécifique. J'avais jamais eu de figurines démons, j'avais jamais joué démons. C'était pour moi l'occasion de les tester parce que souvenez-vous, la dernière fois que j'étais venu avec des volants, je m'étais fait engueuler. Bien. Oui, mais bon, là du coup, il a décidé de jouer démons parce que Satan l'habite. Il n'y avait pas de volant dans la liste. En plus, il joue des Demons of Lust. Donc, exactement. Et je me rends compte qu'il y a à OPR quelque chose de structurant lorsqu'on a des parties qui se jouent qu'en 4 tours, c'est d'aller vite et loin. Y aller fort, c'est mieux. Arriver à y aller, c'est encore mieux. Mais déjà que si on y va vite et fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met 3 escouades de 5 veneuses avec état-major presque complet, parce qu'il n'y en avait qu'une des 3 qui avait le sergent, mais toutes les autres, elles ont plus un aux commandes, plus un au bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les déployer en scout à 12 pas de notre zone, où on embouche à peu près où on veut, à plus de 9 pas de l'ennemi sur la table, mais que ces dernières, une fois placées, pourront faire leurs 21 pas réglementaires de charge. Voilà. Donc elles viennent te lécher à mort T1. T1, tu es dans la zone ennemie. Très bien. Le problème de ça, c'est que c'est quand même du 4+4+, tough 1, donc bon, ça vole un peu dans tous les sens. Pour avoir déjà participé au premier tournoi à Thor, je sais que Game Boy aime bien les règles de terrain. Et moi, j'aime pas être embêté avec ça. Du coup, là, il va nous manquer la règle de Strider. La règle de Strider qu'on ira chercher avec les Demon Spawn, donc Tough 6, 4+4+, pareil, mais la fameuse mutation, les 6 attaques AP1 flat, et bien sûr, la règle de Strider, ainsi que celle de Fast. Donc c'est toujours sympa de pouvoir quand même faire ces 16 pas sans être embêté par le terrain difficile. Oui, ça se projette un peu bien. Derrière tout ça, c'est bien beau d'aller un petit peu partout et presque où on veut, il faut quand même impacter. Pour impacter, la solution en Demons of Lust, c'est quoi? Tout en gardant cet état d'esprit de mobilité, c'est d'avoir cette fois-ci du flying fast. Donc les Furies. Le problème des Furies, l'avantage des Furies, on va commencer par là, c'est que c'est pas cher. Le problème, c'est que c'est quand même 5+5+, c'est pas fou. Donc, à l'intérieur des Furies, on va mettre un Prince Démon avec ce fameux Caster 2 qui, arrivé T2, Caster 4, lui permet de lancer sur 2+, le sort qui va vous faire choisir 2 unités amies à 12 pas et leur donner +3 pour toucher la prochaine fois qu'elles chargent. Donc résumons-nous, hein, tout le monde touche à 2+. C'est tellement bien, avec Overload. Y compris le Prince Démon, et chaque 6 que tu fais te permet de relancer 2 attaques qui toucheront également à 2+. Oui, la stat, c'est important. La saturation, c'est important. Et du coup, ben, on a l'AP1 en masse avec les Furies, l'AP3 en masse avec les pinces des princes, et donc ça nous permet, parce que alors moi ce que j'aime bien faire, c'est pouvoir les positionner pas loin les uns des autres, si je peux, donc en faire arriver 2 en T2, parce que c'est structurant, avec bien sûr le Symbol of Lust, tout ce qui va bien, de telle sorte à pouvoir s'auto-booster et qu'ils puissent garder des points de sort pour la suite. Enfin, ben, c'est sympa. C'est sympa. Il n'y a pas besoin de mettre 10 Furies. Donc ça va très très vite, ça va très très loin, ça va à peu près où ça veut, et ça tape quand même raisonnablement plutôt fort. C'est pas mal. Ça sature énormément en fait. Tu obliges l'adversaire à faire beaucoup trop de lancers de dés. Oui, on arrive à avoir des résultats assez homogènes. Pourquoi c'est important d'avoir un nombre d'unités impair lorsqu'on joue démon? Parce que, comme vous le savez, on doit arbitrer entre le scout et la FEP à part égale. Sauf que on ne peut pas couper une unité en deux. Donc là, l'avantage, c'est que des fois, on peut en mettre 4 en scout, 5 en FEP, et d'autres fois, 5 en FEP, 4 en scout. Donc, selon le nombre d'unités que tu as en face, tu peux te garantir d'avoir plus ou moins tout le temps l'init, qui est quand même importante parce que ton armée reste fragile. Oui, en démon, l'init T2, c'est fondamental. Oui. Donc, maintenant que tu t'es bien moqué... Bah parce que c'est quand même pas propre comme liste. Ah oui, parce que la tienne, elle est... Non, la mienne, elle est franchement dégueulasse. Je tiens à donner la paternité de cette saloperie au monsieur qui est assis à côté de moi. Oui, qui m'a envoyé une liste Demon of War un jour en me disant ça pourrait être un peu rigolo. J'ai fait oui, effectivement, ça pourrait être un peu débile. Est-ce qu'on peut la rendre encore plus débile?
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 princes démons exaltés avec le package total, hein, c'est-à-dire Symbol of War, Caster 3, le De War, donc. Voilà, le flying, histoire de pareil, pas s'embêter avec les décors, bon, même si eux ne sont pas fast. Par contre, je leur ai laissé l'armement de base qui leur donne 12 attaques AP1 rending, avec l'idée fourbe et saugrenue de pouvoir arriver T2 avec mes 6 points de magie et de m'auto-lancer dessus le sort qui te donne AP plus 3, ce qui fait que tout le monde tabasse à AP4 rending. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. T'as de la régène, t'en as plus, même tes stompes font AP4. Mais en fait, stat sur de la 2+, 12 PEV, ça la vide. Voilà, t'es du 2+ pour toucher Furious, donc en gros c'est du full touche stat, hein, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, plus les sortilèges de dégâts éventuellement, plus les Symbol of War, enfin bon voilà. 2 comme ça, voilà. Oui, parce que souvenez-vous, 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Voilà. Pour pouvoir, comme il disait aussi, avoir un nombre impair de poses en démon, j'ai mis un petit champion de la guerre sur son Juggernaut, que je mettrai essentiellement en scout, hein, voilà. Qui lui est là pour aller choper de l'objectif, attaquer des unités isolées, tabasser les scouts adverses, choper un véhicule qui traînerait par là parce qu'il a quand même un P4, voilà. Et en plus, maintenant, comme j'avais droit aux alliances... C'est le mal, c'est voilà, le mal. j'ai mis un petit champion des Avox Brothers, un champion cultiste avec magie 2, parce que c'est pas cher et que ça m'apporte un peu plus de magie. Et, pour finir, parce que les monstres c'est très fort, les princes démons exaltés sont des monstres extrêmement forts, et ben pour mettre un autre truc très fort, j'ai mis un Eldrake. La fin de l'innocence. Voilà, j'ai mis, pardon, un Havoc Dragoon, que j'ai équipé avec l'arme qui fait 8 tirs à P3 à 30 pouces, parce que la fête, hein, donc on met des monstres et des avions. C'est objectivement une liste de gros gorets. On va voir à quel point elle est pas invincible, mais il y a beaucoup de cas de figure où c'est trop fort en fait. Ronde 1, je tombe sur le 3e scénario, c'est-à-dire celui sur lequel on avait les objectifs à la limite de nos zones. Je tombe sur la Belette qui joue en Human Defense Forces. Une liste intéressante, bon, mécanisée donc la liste, avec 2 chimères pleines de vétérans qui piquent. Ah oui, oui, très très bien armé. Avec 2 chefs d'entreprise équipés de radios qui donnent donc Take-Aim. On va rajouter à ça 2 sentinelles avec le rapide laser machine gun, là, à P3, 6 tirs, tranquille. La P3 du plaisir. Ainsi que 2 escouades de conscrits pour faire écran. Et enfin, l'artillerie, le basilisque, 2 attaques AP1, à Blast 3, voilà, qui fait kaboum. Donc sur le papier, c'est pas une mauvaise liste. Elle a de la projection, elle a de la résilience avec les véhicules, on utilise le take-aim de la garde. Bon, déploiement. Donc il déploie son armée, il déploie les vétérans et tout ça dans les véhicules. Et fin du T1, ben, ils sont toujours dans les véhicules. Ben, du coup, ben, T2, j'ai l'init, hein, et je démontre une fois de plus que ben, les véhicules à 6 PEV, c'est des cercueils roulants en fait. Hein. Alors, quand tu peux leur rentrer dedans direct, oui. Donc première activation, je détruis une chimère et je pine son contenu, logique. À lui de jouer, première de ses activations, que fait-il? Ben, il veut se venger avec une sentinelle au lieu de charger le contenu au lieu de décharger le contenu de la deuxième chimère, quoi. Donc du coup, ben, moi, ma deuxième activation, ben, je vide la deuxième chimère et je pine également son contenu. Donc ces 2 unités coup de poing, parce qu'une fois de plus, les vétérans étaient bien construits et tapaient super fort. A pu. Résumé rapide hein, de la partie, il sortira jamais de son tir de table et on cesse la game à la fin du T3 en fait. J'ai tous ses objets, il a aucune chance de prendre les miens, c'est terminé. Tu scores tous les secondaires, je présume. C'est ça, les 3 secondaires. Voilà, et en point de destruction, alors parce que je précise qu'on compte le nombre de points que valent chaque unité entièrement détruite pour départager les éventuelles égalités d'égalité. Donc là tu fais en point de destruction... Je fais 1365 points de destruction. D'accord, bon, quasiment toute son armée, d'autant que vous êtes arrêté T3. Mais on reviendra aux raisons pourquoi en fin de vidéo. Pour moi, premier tour, je tombe contre Geeks. Geeks qui est aligné à une armée de Space Marine, qui montre que il faut qu'une liste rencontre son joueur. Parce qu'il me déploie son armée, il me montre sa liste, je la regarde et je fais, c'est une liste Space Marine proprement construite. Oui, j'y viendrai aussi. Voilà, on a du scout, on a de l'embouche avec des vétérans d'assaut énervés, on a un battle tank avec twin canon laser et du ratata, on a un petit chef scout avec advanced tactique, on a un champion Terminator solo qui va servir à faire du scoring et du cac plutôt solide là où il peut. Tu regardes ta liste et tu te dis, j'ai moyen de faire des trucs. Et ben en fait, pas du tout. Et oui, pourquoi c'était quoi le scénario? Alors, on jouait sur le scénario avec les objectifs en croix, où il fallait faire du scoring progressif. Alors déjà, problème, j'arrive essentiellement en embouche avec mes grosses bêtes.
Lui a de l'embouche mais moins. Alors il avait aussi un hand speeder quand même avec 6 vétérans tireurs avec du ratata, voilà, du ratata rending qui fait mal. Donc déjà entrée de jeu, je sais qu'avec tous ces scouts, il va prendre des objectifs, il va commencer à scorer et il faudra que je remonte le score fort dès le T3 parce que T2 j'arrive en faible donc je ne contrôle pas les objets. Mon premier tour est une catastrophe, à tout point de vue. Alors déjà, il se déploie bien. Ensuite, il s'avance sur la table de façon raisonnablement prudente, c'est-à-dire qu'il score ce qu'il peut, mais sans s'exposer de trop. Avec le petit trick d'Advanced Tactics, il met son Predator avec ses canons laser à portée de mon Eldrake. Ah, et oui. Je ne m'y attendais pas. Il fait 2 touches. Tu ne t'y attendais pas. Je rate 2 sauvegardes. Tu ne t'y attendais pas. Je réussis quand même pas mal de jets de régène, mais j'ai quand même perdu la moitié de mes points de vie ou plus. Donc je fais mon test de co et je le rate. Ah oui. Alors, précisons que mon Eldrake avait avant ça buté 2 scouts, ce qui est ultra rentable. Mon champion sur Juggernaut s'avance face à ses scouts sur un objet, se prend une rafale de tir de fusil à pompe, foire toutes ses sauvegardes, rate un test de morale, on est bien. Ah oui. Voilà. Ensuite, T2, mes princes démons arrivent, lui amène ses propres FEP et il le fait de façon intelligente. En gros, sur un de mes princes démons, il va le neutraliser en le triangulant. C'est-à-dire qu'il va mettre 3 unités, de façon à ce que mon prince démon soit au centre de ce triangle. Maintenant, fais ton choix et fais le moins mauvais possible. J'ai fait un choix qui était probablement pas le bon, donc je me suis éloigné de l'objectif, le laissant continuer à scorer au tour d'après. Mon autre prince démon, je l'ai mis pas loin de son Predator pour le forcer à reculer, pour tenter de sauver mon Eldrake. J'aurais dû considérer qu'il était foutu et utiliser mon autre prince démon de façon plus intelligente. En gros, j'ai fait des erreurs, lui n'en a fait aucune. Rappelons que sur ce scénario-là, tu marques 1 point si tu détruis une unité ennemie dans un rayon de 3 pouces de l'objectif. Et il s'est toujours débrouillé pour scorer, puis se barrer en dehors de l'objectif pour m'empêcher de scorer en le butant ses unités. Grâce à l'Advanced Tactics. Entre autres, que des mouvements intelligents, j'ai fait beaucoup d'erreurs de choix, de séquençage, etc. Donc l'armée était bonne pour me faire déjouer, le joueur n'a fait aucune erreur, il a été solide, il a été compétent, il a été intelligent. T'as marqué aucun point en fait ? J'ai marqué 0 point. Alors il remporte le primaire parce qu'il m'a mis un delta de points tellement élevé que je ne pouvais pas remonter. J'ai été incapable de scorer des secondaires parce que j'étais incapable de laver des unités et de lui faire rater des tests de co, parce que c'est du Space Marine. Donc je me retrouve à la fin avec une liste d'armée ultra bourrine qui entame son tournoi avec un gros dud des familles qui fait un peu bobo. En point de destruction, on se chatouille mutuellement. Ça a clairement été un jeu de placement et un jeu de mind game sur lequel il a été bien plus fort que moi. Mon adversaire mérite chacun des points de victoire qu'il a remportés et moi je mérite chacun des points de victoire que j'ai pas gagnés. Deuxième ronde, je rencontre un autre HDF, en la personne de Labuche. L'excellent Labuche. Un beau gosse, il faut l'avouer. Hein, je veux dire, bon, à un moment donné, un gars qui joue Histo à la base. Oui. Et qui a un état d'esprit intéressant parce qu'il joue les figurines d'abord qui lui plaisent. On a une liste un petit peu plus piétonne que la précédente, avec un gros pack de pitou qui pique, donc Régène, directrice des ressources humaines aux fessières bondies, 5 cavaliers, du caster, des conscrits pour voilà, faire des écrans, 3 ogrines de close. On va avoir la grosse sentinelle là, avec les 12 ratatas là, qui nettoie bien quand même. On va avoir cette attaque véhicule avec le gros fuseur d'Idlissis qui est... qui fait bien peur aux monstres. Ouais, qui est pas mal. Et enfin un volant. Le petit de mémoire, je sais pour plus. Pour transporter les gros greens, oui. Les greens, ouais. Bon alors, sur le papier, c'est une ligne assez intéressante, même si on a l'impression que le volant, il est juste là pour... bon, parce qu'en fait, plus il en faut un que parce que c'est structurant. Même si j'entends bien de déployer les greens en profondeur. Alors là, on a quelques petites erreurs de placement, ainsi que de priorisation des activations, mais rien qui va se corriger en prenant le jeu en main, c'est des habitudes à prendre. Alors c'est le scénario où on avait les 3 objets au centre. D'accord, le classico. Voilà, le classico. Donc le souci, c'est que comme je mets tellement la pression, que je l'empêche de développer son jeu, quoi. Il sortira que très peu de sa zone, il me laisse tous les objectifs. Donc bon, avec l'avion que j'ai ignoré toute la partie, j'ai même pour dire loupé le lancement d'Ecstasy avec le prince démon. Donc j'ai pas pu buffer les touches de mes unités, mais même avec ça, ça suffisait pour piner, pour laver les ogrines. Enfin bon, ça a été assez compliqué. On va pareil arrêter la game T3 parce que il n'y a plus rien à faire. Donc là, tu scores tous les secondaires. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et au niveau des points de destruction, j'ai tout mis. Table rase sauf l'avion. Sauf l'avion. Ok. Bon. Donc tu commences sur 2 games qui... Alors, facile, ce serait être désagréable avec tes adversaires, mais qui sur la table n'étaient pas des games compliqués pour toi.
Non, 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 en plus ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour tester, jouer leur armée. C'est vrai que malheureusement pour eux, la liste HDF, comme elle est structurée, c'est des mécaniques qui se mettent en place. Il suffit de venir gripper cette mécanique et derrière le mec, enfin, pied et poing liés. Tu as tous les moyens de le faire. Voilà, pour ce qui me concerne, pour ma deuxième game, je tombe sur un solide client, hein, on le connaît, c'est un joueur sérieux, plutôt talentueux, donc Gabuster, qui joue une armée de Saurian Starhost. Qui, quand je l'ai vu sur le papier et quand j'ai vu son déploiement, m'a fait un peu peur. Parce que tu as 2 gros packs de Disaurus full ratata à moyenne portée. Et on sait que ça sature fort les Saurian Starhost avec leur Predator qui permet de relancer des attaques sur du 6, etc. Qui ont chacun l'Advanced Tactics avec le chef à l'intérieur. Exactement, qui en plus donne de l'Advanced Tactics. On a un Tyrannosaure avec un chef dessus qui donne Advanced Tactics. Ça tape fort au cac, ça tough 15, voilà. On a un ankylosaure, hein, voilà, ça a une save à 2 et en plus il déprécie la paix de l'adversaire de 1, ça a 12 PEV, ça a 2 tirs à P4 Deadly 6, c'est la fête du slip, ça se défend bien au corps à corps, et on a des 3 unités de 5. Voilà, des petites escouades de skink qui se téléportent et qui ont du tir à P4, qui certes touchent pas souvent, mais ça peut te stripper des points de vie à droite à gauche et t'emmerder. Sur une game comme King of the Hill, ah bah tu lis la liste et tu transpires un peu. Bah tu sais que tu vas les prendre quoi. C'est ça. T1, on s'observe, mon champion sur Juggernaut est dans un coin de la table, il y a une petite charge d'opportunité sur une bande de skinks qui traîne par là. Ça rapporte pas grand chose mais on l'a fait, les skinks ça sort, mon petit sorcier lui reste planqué. Donc, mon Eldrake s'en prend à son T-Rex et lui strip quand même 4 points de vie. Hein. Oui, parce que AP3 c'est pas mal. Hein. Et ensuite, je me rends compte que Gab a probablement fait une bourde de déploiement qui se comprend sur le type de scénario. C'est-à-dire qu'il a beaucoup paqué son armée. Quasiment toute son armée, sauf les skins, qui étaient dans le même triangle. Ah. Donc il y avait une grosse masse de troupes, là. Et les princes démons exaltés, qui sont capables de faire des dégâts, de distribuer des dégâts à plusieurs unités simultanément, adorent les gros packs. Le tour où j'arrive, mes 2 princes démons lui sortent son champion sur T-Rex, donc 15 PEV quand même. Je lui sors, je crois, 17 Saurus sur 20. Ah oui, avec les symboles à voir, avec les... Ouais. Je commence à lui entamer un petit peu son ankylosaure. Donc bah déjà, début T3, les 2 tirs... Mais l'ankylosaure, t'as pas eu le temps de te tirer dessus, c'est ça? Si, alors il y a eu un tir d'opportunité de l'ankylosaure qui a fait 6 points de vie, un de mes princes démons, je rate mon test de co. Bah... Mais malgré... Oui, bah de plus, chez moi, le plus c'est du 4+. Oui. Hein. Début T3, il a déjà perdu les 2 tiers de son armée en valeur. Il me reste plus qu'à mettre tous mes moyens sur l'ankylosaure, qui certes est sacrément solide, mais quand il se prend tout sur la tronche, bah, il y a un moment il dépop, hein, donc il sort T4. Ce qui fait que, en gros, fin T4, table rase. L'objectif central est à moi. Je marque tous les secondaires, il en marque aucun. Donc entre la magie, le cac qui fait mal, les symboles of war, le Eldrake qui... Voilà, bon, c'était... Quand ça passe. Pas dire trop facile, mais dans ce genre de configuration-là, même une bonne liste drivée par un bon joueur, configuration défavorable, mauvais scénario, déploiement discutable. Facile, c'est désagréable, mais c'est pas assez facile. C'est là qu'on voit qu'il a appris avec toi aussi, parce que du coup, moi, je le rencontre à la 3e ronde. Sur le scénario, cette fois-ci, que tu avais fait juste avant, c'est-à-dire celui où il y a les 4 objets qui sont à prendre en scoring progressif. Et avec les déploiements en quart de table, comme ça, en croix. Parce que là, ce coup-ci, il s'est pas tellement trop paqué. Donc il fallait aller chercher les objets. L'idée de la liste de Gab, c'est quoi? C'est que donc c'est comme tu disais tout à l'heure, une piétonne qui est quand même assez mobile, hein, parce qu'avec les voilà les 2 packs de Saurus avec Advanced Tactics, le chef sur Tyrannosaure qui a également Advanced Tactics, les 3x5 skins qui se téléportent, la téléportation c'est cool. On a cette espèce d'ankylosaure là qui... Ah oui, c'est une menace. Hein. Alors moi moins que pour toi, parce que j'avais pas des figurines. Voilà. Top 12. Voilà. Mais voilà. Alors c'est pas la liste que personnellement j'aurais fait à 2000 points, mais il faut constater que, encore une fois, il faut que la liste rencontre son joueur. Et là, pour du scénario en scoring progressif avec plusieurs objets, c'est vrai que cette mobilité-là, ça change tout. En fait, mon souci dans cette game, c'est quoi? C'est que j'ai moins d'activation que lui, T1, et en plus, c'est à moi de commencer. Donc, comme c'est du scoring progressif, il faut que j'aille chercher les objets, sauf qu'il peut réagir à ma prise d'objet, et comme on score un point de victoire
sur les unités qui sont à 3 pas d'un objet, et donc il commence à s'envoler au score dès le T1. Oui, il tire fort en plus. Et oui, voilà, donc c'est compliqué. Moi, j'ai une charge sur une escouade de skiing pour la sortir et pour donc lui rendre l'appareil. Malheureusement, j'arrive pas à les sortir. Le fearless, c'est bien. Oui, il a raté aucun test de morale contre voilà, c'est moi non plus, il me semble. Hein. Oui, il me semble plus. J'ai pas souvenance. Donc voilà. Donc du coup, il se retrouve avec les objets. Il parvient à me sortir 2 unités alors que j'ai joué en lui ressortir d'autres, encore une fois à cause de fearless. La seule partie du week-end que j'ai menée à son terme grâce à l'opposition. Ça veut dire que jusqu'à la fin, je me suis battu pour aller chercher cette partie. Donc bon, je vais lui laisser l'ankylosaure là avec 1 point de vie. D'accord. Ouais. Et je vais lui laisser le chef avec 5 points de vie. Tout le reste est vidé. Et il gagne 11 à 10. C'était... tant pis. Donc bien, bon scénar, belle lecture de la partie, bonne bon bagarre, joueur, bon joueur. Important, bonne bagarre. C'est vrai, bonne bagarre. C'est ma première partie du week-end en fait. Bon, on va le développer à la fin. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression. Mais il y a du sel. Ma 3e ronde. Alors, je tombe sur la bûche. Alors, encore une fois, on sent que c'est un wargamer classique parce que c'est typiquement ce que tu construirais comme liste si tu voulais faire de l'isto. C'est-à-dire, c'est une liste qui est jolie, qui est bien équilibrée, qui est fonctionnelle. Il y a un petit peu de tout pour faire à peu près tout. Tu as tous les outils dans ta boîte. Donc, jolie liste sur le papier. Moi, personnellement, il n'a pas fait d'erreur de séquençage. Il a bien mis ses TKM sur ses véhicules au bon moment. Il a temporisé son T1. Il a envoyé son avion dans lequel il a mis les green droit vers ma zone pour m'obliger à y rester. Donc, j'y ai parce que laissé. c'était quoi le scénario déjà? C'était... Ah, pardon. Ça serait pas mal de le dire. Non, mais je t'écoute. Moi, C'était le scénario où on avait les 3 objectifs sur nos lignes de départ respectives. Ah oui, donc il fallait que tu ailles chez lui, pas qu'il vienne chez toi. Aller péter les siens et qu'ils viennent péter les miens. J'attends patiemment mon T2. T2, mes princes démons arrivent et là, il avait une jolie liste, mais il n'a pas pu s'en servir en fait parce que j'ai l'init. Et donc, comme tu le disais, je pète ses séquençages en attaquant ce qui est potentiellement dangereux pour moi d'entrée de jeu. Ça tape trop fort les démons contre de la HDF parce que c'est à peu de sauvegarde, donc tu fais un massacre avec ta magie, avec tes symboles of war, enfin tu peux gérer 12 000 unités simultanément, ça crève dans tous les sens. J'ai complètement étouffé toute velléité de sa part de pouvoir faire quelque chose. Donc on se quitte sur je fais carton plein au primaire et au secondaire, il marque 0 points, je lui lave quasiment l'intégralité de son armée sauf l'avion parce que j'avais pas les outils pour le descendre. Il avait une liste qui doit être amusante à jouer mais qu'il a simplement pas pu jouer. On s'est contenté mutuellement de lancer des dés. Moi, c'est terrible ça. Moi pour tuer du monde, lui pour tenter de faire des sauvegardes. À 6, la plupart du temps. C'était ni fun, ni interactif, ni pour lui, ni pour moi. Ouais, tu l'as vécu comme moi je l'ai vécu. Quoi. Voilà, probablement encore pire que toi, parce que moi, j'ai même pas le déplacement. Comme je te dis, je me suis contenté de lancer des dés. Et c'est triste. 4e et dernière ronde. Donc, pour moi, le dernier scénario, c'était donc King of the Hill, en ce qui me concerne. Et je tombe contre ta némésis du tournoi. Ah celui qui m'a mis un gros cul, hein, donc Geeks. Voilà. Geeks, qui est un joueur que j'affronte pour la première fois, qui est intéressant, dynamique, quelqu'un qui est assez frais dans l'intention, qui a une bonne lecture du jeu. Pour un scénario King of the Hill, me concernant, il y a quelque chose à faire. Donc sur le papier, on le voit, hein, c'est comme ça qu'il le joue, d'ailleurs tu en as bien parlé tout à l'heure. Le gars a souvent l'init T2 grâce à son nombre de pauses. Sauf que contre du démon, c'est pas la même. Donc du coup, il a voulu même très très facilement se trouver dans une situation un petit peu délicate où il est forcé à réagir à ce que je fais et il l'avoue lui-même, ça le met mal à l'aise. Exactement la configuration inverse de ma game contre lui, où lui m'a obligé à réagir. Et voilà. Ce qui m'a mis pas à l'aise non plus. Donc grosso modo, sachant moi que je score T4, je l'ai tranquille, parce que la liste d'armée est pensée pour du progressif, donc là ça me laisse m'exprimer, donc on remplit la table, hein, et on va un petit peu où on veut, parce que si on se pose à droite, on sait qu'on peut aller à gauche, etc., avec le mouvement. Les terrains difficiles nous embêtent pas. Je tiens grâce à ça la partie de bout en bout. Mais c'est vrai que on notera quand même un petit jet un peu en dessous de la stat le concernant sur du Ratata T2. On va dire il déjoue sur un jet de dés qui lui permet de vider des furies. Il n'y parvient pas.
Et moi, je m'exprime après derrière ça, très concrètement. Je pense pas que ça aurait changé le résultat de la game, mais ça nous aurait permis d'aller jusqu'au T4. Là, d'un commun accord, on décide d'arrêter T3. En fait, t'es monsieur T3. En fait, t'as dit que 3-4 tours, c'était trop court, donc il faut aller très très vite, donc tu boucles les games en 3 tours. Ben en fait, il y a un état d'esprit, c'est toujours le même. Lorsqu'on s'amuse pas, on arrête. Ah, là, vous non plus, vous n'êtes pas amusé. Non, non. Et lorsque on a 2 joueurs qui lisent correctement le jeu, on sait très bien ce qui va se passer. Oui, sur un scénario aussi donc ça clivant sert à que- rien. Voilà. Il n'y avait pas 50 objets, il n'y avait pas des conditions de fou, il n'y avait pas des jets de dés aléatoires de maintenant. On savait très bien ce qui allait se passer. De lui-même, il vient, ouais, toi tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et moi j'ai dit, ouais, même si tu fais ça, on se serre la main et c'est fini. Ma dernière partie pour la dernière ronde et je tombe sur la belette. En fait, on aura affronté les mêmes joueurs. Alors c'est ça, donc la belette, il vous a déjà détaillé sa liste, hein. Pareil, c'est une liste qui est très histo, bien équilibrée. En plus, ce qu'il y a d'intéressant avec sa liste, c'est qu'elle est... Il y a 2 moitiés quasiment équivalentes. C'est ça. Donc, un flanc peut Presque soutenir autonome, ouais. l'autre, il y a peut-être toutes les unités sont en doublon Voilà. parce que... Eh ben, le lance-missile peut rester en position plus ou moins C'est centrale ça. avec son indirect, il arrose et... Alors, ouais. comment ça se passe T1, comme d'habitude, on s'observe. Alors, c'était le scénario avec les objectifs centraux. Donc, il avance une de ses chimères sur un des objectifs, juste en face de mon champion sur Juggernaut. Donc, bah écoute, je me dis, ça se tente. Hein, je rentre dans sa chimère avec mon Juggernaut. Je la pète. Mais... Ben, je le bats au corps à corps, il y aura de son test de co, donc la chimère fait kaboom, donc le contenu épiné, T2, mais Prince Démon Exalté arrive, et même sanction, même peine que pour la partie contre la bûche, on a jeté des dés, on a enlevé des figurines, et c'est tout. Voilà, ça en est même débile, parce qu'il a eu des positionnements pas trop, plutôt intelligents. Par exemple, mon Prince Démon Exalté est dans ses lignes, donc dans le dos de sa chimère, donc il débarque les squads de vétérans devant la chimère, en se disant j'intercale ma chimère entre son Prince Démon et mes vétérans, donc il pourra pas leur faire grand chose. Et oui, mais le flying. Sauf que les Symbol of War, c'est pas target unit, c'est pique, c'est choisissez, t'as même pas besoin de l'avoir. Donc je leur fais mal avec ça, je sors la chimère. Bon, par contre, ces vétérans après se vengent quand même salement et laissent mon Prince Démon Exalté à 3 points de vie, qui se fait achever par une sentinelle qui était à côté. Ah, t'en auras perdu un quand même. J'en ai perdu un. Joli baroud d'honneur, mais qui finalement sera un épiphénomène dans la game parce que bon, c'est un massacre, c'est simplement un massacre. Pareil, il n'a pas pu exprimer sa liste non plus, il n'a pas pu jouer son jeu. Comme la partie précédente, on a lancé des dés, on a enlevé des figurines et c'était même pas marrant, ni pour lui ni pour moi. Donc là, pareil, T3, on théorise rapidement le T4. Il me concède le table rase, ce qui de toute façon sera arrivé, vu ce qui restait à la fin du T3. On se serre la main, on a eu le temps d'avoir une bonne discussion au bar tranquillement. Très sympa comme joueur, très agréable, on a bien discuté, on a bien échangé sur son tournoi, le mien, ce qu'il en a pensé de ce qu'on a joué. Donc c'était plutôt constructif. Même chose avec la bûche, hein, on a eu le temps de discuter, Ouais. donc même type de conversation, mais voilà. Pour carton plein au primaire, au secondaire, table rase 2000 points sur les points de destruction, enfin bon voilà. Voilà, fin du tournoi, donc on va passer tout de suite, avant de passer à la suite, à la partie salée, hein, on va passer tout de suite à la proclamation des résultats. Suite à un souci technique indépendant de notre volonté et qui prouve que filmer à l'extérieur, c'est pas facile, voici pour les résultats un tableau commenté. 15e et 16e, dernier, la belette et la bûche. La bûche, malheureusement, a dû nous quitter avant la fin du tournoi et de la remise des prix, mais il emporte le prix du fair play. La belette remportant le prix spécial du dernier. Il a eu d'ailleurs la gentillesse de donner son trophée à System, qui est le plus jeune joueur du tournoi et qui est juste au-dessus de lui, dans le classement en 14e. 13e, nous trouvons Twist avec sa liste de Demon of Lust. Juste au-dessus, nous avons Kiyu avec sa liste de Ratman Clan, ce qui est toujours sympa de voir une liste peu jouée. En 11e, nous avons Gabuster avec son armée de Saurian Starost. Aldarion avec son armée de Havoc Brothers attrape la 10e place. Geeks avec son armée de Battle Brothers se classe 9e en milieu de classement. Mowa qui, contrairement à ce qu'indique le tableau, jouait Custodian Brothers est 8e. Xavierovitch avec ses rebelles guérilla finit 7e et c'est très cool de voir une armée encore plus rare que les Ratman Clan se classer plutôt bien. Coco avec ses Human Defense Forces se classe 6e.
Lieutenant Zimmer, avec une très belle armée d'orques maraudeurs, se classe 5e. Juste au-dessus de lui, un autre boy avec Slann, qui joue également orques maraudeurs. Le podium se compose de The Lord Ash avec les Wormhole Demons of War. En second, HWK avec les Demons of Lust. Et enfin, pour terminer, le premier, Véran, qui jouait Havoc Brothers, Change Disciples, avec une très belle armée. Première place largement méritée. On en parle de cette liste de Véran ou pas? Alors, très jolie liste. Moi, ça m'a bien plu. Ouais. Elle est pas tendre, sa liste, poulet. Ah non, mais au moins, il y a du jeu. Donc vous avez la liste, donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir une pause de 2 Change Brothers avec le sorcier à l'intérieur, histoire que, parce qu'on joue Djinn, c'est tout. Pour foutre de la magie. Voilà. Ensuite on va mettre un champion avec des termites, avec de la P4 Deadly 3, puis on va mettre un champion avec des termites, avec du rending. Alors précisons que ce qu'il y a de rigolo, c'est que tous les termites à P4 Deadly 3, bon il y a un champion qui peut lancer un sort qui fait P4 Deadly 6. Hein, mais oui, mais c'est ça. Donc tout ce qui est à teuf meurt. Ben, le principe du doigt de la mort. Toi t'es mort. Voilà. C'est ça. Et bien entendu, les Birdmen qui sont quand même fast et qui vont aller chercher les objectifs, avec quand même ce malentendu sur la lance, que ces 2 attaques à P1 lance quand même, ils ont beau pas être trop chers et pas être trop nombreux. Ils peuvent faire la blague. Voilà, on est d'accord. Et bien sûr, le Chain Dragon, donc le Helldrake. Anzinch, hein, donc dans 90% des cas, t'as -2 pour le toucher, ce qui est complètement débile, donc tu cherches même pas à tirer dessus, tu le subis. Exactement. Donc bon, jouer du Locon. Grâce à cette liste, il arrive à avoir très souvent l'init T2. Là où il ne l'a pas, il peut séquencer sur la pose de ses termites. Non, c'est une très belle liste qui joue sur ses points forts. Effectivement, comme tu le dis, ces 2 unités en embouche vont laver ce qu'ils attaquent. En se débrouillant bien, il va être à 9 pouces ou plus des unités qui vont riposter. Ça reste robuste avec le -1 à la touche. Donc une belle liste qui fait ce pourquoi elle est faite. Et on notera que sur le podium, nous avons 3 armées des dieux de la ruine parce que le chaos rouse. Quand on regarde ce podium, on voit que les 3 premières listes, elles totalisent quand même 22 niveaux de magie. Oui, la magie, c'est bien la magie. Est-ce qu'il y a un sujet? Et c'est aussi des listes qui vont jouer à fond sur le point fort de l'archétype de leur armée. Il a joué à fond sur le stealth, on a joué à fond sur la possibilité de faire ambush/scout. J'allais le dire, les 3 premières listes capitalisent leur gameplay sur l'ambush. Voilà. Sur les 3 listes, il y en a 2 qui ont un aircraft. Chacun des 2 aircraft, c'est le dragon. Ah bah ça a été le plus représenté du week-end. Il y en a eu 3 sur le week-end des Helldrake, parce que ça reste un excellent aircraft. 2 des listes du top 3 sont structurées autour du CAC. Clairement, il y a une prime au corps à corps aussi. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce tournoi? Très sympa, une orga au top, le mec a vraiment envie d'amener les gens dans un cocon en leur donnant des scénarios, qui puissent se raconter des petites histoires avec des tables jamais les mêmes, tu vois. Alors précisons qu'à ma grande surprise, parce qu'à la base je n'aime pas trop ça, les effets aléatoires n'ont pas impacté la structure des games. Voilà. Donc c'est bien, ça rajoute un petit peu de fun, mais sans que ça casse le jeu, donc c'est cool. Alors avant toute chose, Game Boy, tu sais qu'on t'aime. Le métier d'orga est un métier relativement ingrat. On passe beaucoup de temps, d'énergie, de charge mentale et parfois même d'argent. On reviendra parce que bien sûr. On aime ces gens. Tous ceux qui gravitent autour de cet orga, l'orga lui-même, les amis qu'on retrouve là-bas, les gens avec qui on a du plaisir à discuter, à partager des moments de poutre, et des moments de mange, des moments de boisse. Mais moi, je suis très mal à l'aise par rapport à 2 de mes parties du week-end. Tout à fait. Alors, c'est les mêmes en plus, donc ça tombe bien. Donc, c'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai eu honte à la table, que j'ai eu honte d'infliger ça à mon adversaire. Voilà, parce que les 2 dernières games que je fais contre la bûche et la belette, les mecs méritaient pas de se trouver face à une espèce de fou furieux avec une liste d'armées ultra optimisée qui ne les a pas laissés jouer. Notre interaction a consisté, comme je l'ai déjà dit, à lancer des dés et à remettre des figurines dans une mallette. Ce qui n'est marrant pour personne. Donc il y avait clairement une différence d'attente entre la façon dont moi j'envisageais la chose, et leurs attentes à eux. Les 2 visions du jeu ne se sont pas rencontrées, donc on est sur la game passé l'un à côté de l'autre, aucun de nous 2 n'a vécu un bon moment.
Heureusement qu'après, on a beaucoup discuté et que là, on a passé un bon moment et que c'était chouette. La même. Voilà. Le problème, c'est qu'on se retrouve en face d'un moment qui est censé être un moment de partage, de brainstorming, où les mecs ils essayent de trouver des trucs, on met en place des stratégies, des contres, on prend des décisions inattendues, tout ça. Mais là, en fait, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça déroule. C'était du 40K. Donc c'était pas l'idée dans laquelle j'étais parti à ce tournoi. J'aurais bien aimé rencontrer le premier, alors ça aurait été logique que ce soit le cas. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que il n'y a pas eu de ronde suisse. La ronde suisse, c'est un mécanisme très simple qui vise à arbitrer les rencontres en fonction des résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça évite que deux mondes se rencontrent. Deux mondes qui ne sont pas faits l'un pour l'autre se rencontrent. Le problème des tournois sans ronde suisse, c'est que on va avoir des gens qui viennent pour s'amuser et qui vont rencontrer des gens qui sont là pour tester. Des gens qui sont là pour pousser les curseurs. Et le souci, c'est que lorsque vous n'avez pas de ronde suisse, vous ne les protégez pas, ces gens-là. Vous ne protégez pas les vainqueurs des culs qui mettent, et vous ne protégez pas les vaincus des culs qui prennent. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut que tout le monde passe un bon moment. Nous, tous les deux, là, tels que vous nous voyez aujourd'hui à l'écran, on a un travail, on a des familles, on a des amis, on n'a rien à se prouver dans la vie. On n'est pas là pour mettre des culs. On s'en fout des culs qu'on met. On n'est pas sorti là avec une demi-molle exploitable parce qu'on avait ravagé la face. Ah non, clairement pas. C'est même exactement le contraire. Et c'est exactement le contraire. Moi, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Mais c'est jamais la faute du joueur. Parce que le joueur, lui, quand il vient dans... Et c'est l'orga qui vous parle. Hein. Le joueur, lui, quand il vient dans un tournoi, on lui demande de respecter des règles. Des règles qui sont édictées par l'orga pour pouvoir mettre en place l'état d'esprit de l'événement qu'il organise. Très bien. On respectait toutes les règles. On respectait toutes les règles. Mais peut-être pas l'esprit de nos adversaires. C'est ça le problème. Mais on ne les connaissait pas, les adversaires, quand on a fait nos listes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que sans ronde suisse, vous n'avez pas ce fameux filet qui rattrape le mec qui chute. Lorsque vous avez deux adversaires qui se rencontrent en ronde suisse, quand ils se tapent, le vainqueur, il monte. Et le vaincu, il descend. Ils se rencontrent. Possiblement, il peut remonter, d'ailleurs, le vaincu. Mais il va jouer avec ceux qui, comme lui, sont peut-être pas venus là pour les mêmes raisons que l'autre. Avec la ronde suisse, vous préservez l'état d'esprit bon enfant dans lequel chacun est venu jouer. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un jeu. Disons qu'au pire, les joueurs qui sont venus là en mode détente, en mode fluff, et pas en mode j'optimise et je fais du stat hammer, seraient éventuellement tombés une fois à la première ronde sur des gogoles de notre genre qui sont venus là pour pousser les curseurs à blinde. Mais une fois sur 4 games, c'est supportable. Et en plus, très honnêtement, hein, sans ronde suisse, j'estime que mon résultat de 3e n'est pas tellement légitime parce que j'aurais dû rencontrer des joueurs avec des listes beaucoup plus optimisées que ça. Mais moi, c'est la même. Et... Sans ronde suisse, on aurait dû tomber sur Véran. On aurait dû tomber sur... je ne sais pas qui c'est qu'il y avait d'autre dans la poule. On aurait dû tomber sur Moa, on aurait dû tomber sur Lieutenant Zimmer qui avait une belle liste d'armées orques qui aurait pu nous poser des problèmes. Après, c'était pas dans la même poule. Mais ça, c'est le 3e sujet, la poule. Voilà. Vous voulez organiser un événement, vous voulez que ce soit quelque chose de compétitif ou pas, ce n'est même pas le sujet, faites une ronde suisse. Pour boucler là-dessus, avant de vous laisser reprendre une vie normale et arrêter de subir nos tronches, clairement, je ne sais pas ce qu'il y en est pour HWK, mais pour ce qui me concerne, je suis monté à ce tournoi, comme on l'a déjà dit 15 fois, mais on va le redire, pour pousser les curseurs, parce que le meilleur moyen de voir ce qu'un système de jeu a dans le bid, de voir s'il est équilibré, s'il est sain, c'est de le pousser à bloc par là. Par là, pour voir si ça bascule et si ça tombe. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Hein. Donc sur le papier c'est fort, oui, mais est-ce que c'est vraiment fort? Donc voilà. Pour pouvoir en parler, pour avoir un avis constructif et peut-être qui intéresse les gens, il faut l'avoir testé, il faut vraiment y être. Sinon ça... L'idée de base est défendable en soi. Malheureusement, je pense que c'était pas le bon endroit et c'était pas le bon moment pour faire ça. Donc c'est dommage parce que finalement, et j'en ai discuté avec la bûche et même avec la belette, je suis désespéré vraiment d'avoir imposé à deux types qui avaient rien demandé d'autre qu'à s'amuser de servir de cobaye à un délire de jusqu'où est-ce qu'on peut pousser les curseurs. Ouais, mais c'est pas ta faute. Non, probablement pas. Mais maintenant, c'est quand même pas cool.
La bûche, c'est un bonhomme qui a une lecture. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente de la semaine dernière, si je ne m'abuse, c'est le concepteur de Légion d'honneur. Quel beau gosse. Oui, en plus. Ce gars-là, il a une lecture du jeu, un a priori sur le wargame en général et un état d'esprit qui me convient parfaitement. Le principe de nos diatribes, à tous les deux, c'est de découvrir un système et de le pousser dans ses retranchements pour pouvoir comprendre de quoi il est fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, jusqu'où ça va, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on peut améliorer, machin, mais ça. je pense qu'on est peut-être allé trop loin, qu'on a tapé fort dans le mur et qu'on a peut-être fait un peu faire marche arrière. Oui, mais parce que le mur n'était pas prévu pour ça. Mais ça, on n'en savait rien. C'est ça. D'accord. Quand moi, on m'appelle pour démonter un mur, je prends une grosse masse. Je prends pas un petit tournevis. Et quand j'arrive, c'est du grillage, ben ma masse est liée pour rien. Sauf que je le savais pas quand on m'en a parlé. Tout ça, là, cette expérience, toute expérience est bonne à prendre. Cette expérience, moi, m'a donné furieusement envie d'organiser un événement, donc un rassemblement de joueurs, un événement organisé, plus scénarisé, plus narratif. Oui. Plus avec un refus de liste. Nous sommes d'accord. Je pense que l'idée, c'est comme on organise habituellement 2 événements par an, on en fasse un compétitif, où là, c'est pas de pitié, pas de prisonnier. Tu viens avec tes plus gros canons et on se tape dans la tronche. Mais il y a de la ronde suisse. Avec de la ronde suisse. Donc ça pondère. Voilà. Ça veut dire que les gens qui viennent détendre parce qu'ils ont envie de voir nos gueules, parce qu'ils savent que chez nous on mange bien et que on boit bien aussi. Bah, ils s'amuseront quand même. Ils s'amuseront quand même. Et les autres, ben, ils se feront aussi plaisir. Et un autre événement annuel aussi, où on ira effectivement plus dans le narratif, de la liste fluff, ou des listes comme celles que nous ont proposées la bûche et la belette, où Oui. pourront s'exprimer. Oui. Parce que ce sont des listes de joueurs histo qui sont très jolies et qui méritent mieux que de se faire rouler dessus par 2 débiles. Avant de vous quitter, ce qui est important pour moi, c'est de rappeler à tous qu'il faut venir lorsque des gens prennent la peine d'organiser des événements, lorsque des gens donnent de leur temps, de leur énergie, de leur personne pour pouvoir rassembler toute une communauté en fait. N'hésitez pas, faites des kilomètres. Et vous allez vous régaler. Et taper la discute entre 2 parties parce que ça permet d'améliorer les choses et de transformer ce qui pourrait être une expérience malheureuse, négative ou malheureuse pour certains en peut-être probablement quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Et ça c'est cool parce que c'est encore un univers OPR qui est assez petit pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo alors même qu'elle vient de sortir, sachez que dès ce soir, les inscriptions pour LTC4 sont ouvertes. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et n'oubliez pas non plus que la poutre est éternelle.